En 2009, le nom de la FIDOP, c'était la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Et ce n'est que le 2 février 2023 dernier que le nom a changé pour devenir Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, simplement parce que le président de la FIDOP a passé 10 ans en exil, et dans les 10 années, en sillonnant l'Europe et les États-Unis, il a eu à installer une douzaine de bureaux de la FIDOP à travers le monde. Et on va passer rapidement, s'il te plaît, sur... bon, j'aimerais quand même rappeler pour les journalistes, parce que parfois, comme on est sur la scène publique, on ne se connaît pas trop, ou bien on oublie. Moi, je suis enseignant de littérature occidentale française à l'université de Bouaké, qui est devenue en temps Université Alassane Ouattara, pendant que je n'étais pas là, donc le nom a changé. Donc je m'adapte, je m'accommode au nom qui a changé. Donc, je suis à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Mais depuis 1994, j'ai une passion pour les droits de l'homme. J'ai fait la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, j'y ai passé 10 ans. J'en étais le président de la section de Bouaké, depuis étudiant. Je le dis toujours à mes étudiants, n'attendez pas forcément de rentrer dans la vie active pour commencer à démontrer ce que vous avez en vous. Après la FIDOP, la LIDO, j'ai été battu au congrès de 2005. Quand le ministre Bléou a été nommé au gouvernement, j'étais candidat pour prendre la place au niveau national. Et quand j'ai été battu, ce sont des amis de APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, qui sont venus me solliciter pour que je sois le président national de l'APDH. Donc, en 2005, je quitte la LIDO pour être membre de l'APDH. À l'APDH, je n'ai pas duré, j'ai juste fait 2 ans. Et puis, la Côte d'Ivoire a décidé de créer la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui CNDH. J'ai fait partie de la première délégation membre de du CNDH par décret présidentiel pour un mandat de 5 ans. Je veux m'arrêter là pour rendre un hommage à celle qui a été la présidente pendant que j'étais secrétaire exécutif du CNDH, Madame la ministre Victorine Vaudier, qui aujourd'hui est en deuil. Elle a perdu son époux, mais la Côte d'Ivoire a perdu un savant, un grand homme. Après la CNDH, donc j'ai créé la FIDOP, et puis évidemment le 10 juin 2011, j'ai dû m'enfuir pour l'exil en Italie, parce que la situation qui a prévalu, il y avait des menaces de mort, parce que je n'ai pas pris la bonne position d'après la communauté internationale. Je n'étais pas dans le bon camp. Mais je suis revenu quand même le 9 juillet. Et puis, il est bon d'ajouter quand même qu'en temps, merci beaucoup à la RTI, voilà, merci. J'ai eu quand même la chance de produire 6 ouvrages, toujours dans le domaine des droits de l'homme. C'est important à savoir. Dans le domaine universitaire, les écrits, merci beaucoup à... Oui, on sera obligé de jouer sur les 2 micros, parce que voilà, c'est ça, on retiendra cela du Palm Club. Merci. Avant d'aller en exil, en 2007, en juin, j'ai sorti un premier livre, Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. C'est un livre que je conseille beaucoup à mes étudiants, parce que même quand tu n'es pas juriste, ce livre t'aide à comprendre les droits de l'homme. Et ça, vraiment, j'ai partagé cela avec ça a été publié à l'Harmattan. Ensuite, on va aller rapidement, s'il te plaît. En janvier 2012, arrivé en Italie, je sors « La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu ». Parce que pour moi, on n'avait même pas besoin de faire une guerre. C'était une élection. Si on veut, on récompte les voix. Celui qui est battu, on l'élimine. Ou bien si on veut, on fait un 3e tour. En le faisant, on aurait épargné des vies humaines. On ne l'a pas fait. La raison du plus fort a prévalu. Mais c'est le sous-titre qui m'intéresse. Malheureusement, vous ne voyez pas très bien. Et si M. Nicolas Sarkozy
avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne de 2010. Parce que j'estime que M. Nicolas Sarkozy, qui était un acteur principal au niveau international de notre crise, a trompé le monde entier. Et ce sous-titre-là, je le tire un peu de George Bush, qui a trompé le monde entier sur ce qui s'est passé en Irak. M. George Bush nous avait dit que M. Saddam Hussein préparait une bombe de destruction massive. Il fallait l'arrêter. Saddam Hussein a été pendu en direct. Je me rappelle en Côte d'Ivoire ici, c'était une fête de Tabaski. En plein midi, on a vu cela en direct. Quelques semaines plus tard, il n'y avait pas de bombe de destruction massive. Or, Saddam Hussein était déjà tué. Or, l'Irak était déjà détruit. Or, l'État islamique avait déjà commencé ses prémices, parce que c'est de là que ça vient. C'est pour cela que dans mon livre, dans le sous-titre, j'ai dit « M. Nicolas Sarkozy a certainement trompé la communauté internationale sur ce qui s'est passé dans mon pays. Mais qui suis-je pour que ma voix soit entendue ?» Et donc la guerre eut lieu. Pour moi, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Et les Italiens m'ont fait l'honneur de traduire le livre en italien « La guerra d'Abidjan, un conflitto da evitare ». Magnifique. Donc voilà. Le troisième livre, « Je suis noir et j'aime le manioc ». Bon, ça j'ai envoyé une réplique à un frère camerounais qui a écrit en France « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Retenez simplement qu'il veut dire « Je suis allé en France, je suis devenu français, je suis marié à une Française, je n'ai plus rien à voir avec les Africains, je n'ai plus rien à voir avec les Noirs. » Je lui dis que tu te trompes. Il faut savoir d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Je suis nègre et j'en suis fier. Donc, et le quatrième, Afrique Liberté, en février 2017. Là, il est sorti aux éditions universitaires européennes à Berlin. C'est un très beau livre que j'aime. Bon, malheureusement, il est très cher, il coûte 65 €. Bon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici qu'on va le vendre. Un livre qui a coûté 50 000 francs, je ne sais pas comment, on n'a même pas encore réussi à payer le garba quotidien. Voilà. Mais, alors, et puis après, il y a eu mon combat pour les droits et les libertés. Et enfin, en octobre 2019, j'ai écrit « Qui est le président de la République ?» C'est quoi un président de la République? Qu'est-ce qui est important pour qu'un monsieur devienne président d'un pays? Est-ce que c'est sa nationalité? Ou alors est-ce que c'est son amour pour le pays? Voilà. Merci beaucoup. Voici les axes que je vais développer très rapidement dans la conférence. Premièrement, voter ou être candidat, c'est un droit de l'homme. Alors, si c'est un droit de l'homme, c'est qu'il y a l'obligation de respecter ce droit de l'homme. Deuxièmement, quel est le défi en Afrique pour que nous puissions organiser une élection démocratique et crédible? Et puis, troisièmement, si l'élection est bien organisée, il faut aussi avoir la capacité, la force d'accepter le résultat des urnes. Et je vais conclure. Mais allons dans l'introduction. Et dans l'introduction, je voulais que nous regardions quelques images de notre continent. Comment les élections se déroulent chez nous? Regardez cette image. Elle nous parle. En Afrique, regardez le nombre que nous sommes à aller voter le jour du vote. De vous à moi. Quelqu'un qui vit dans un campement ou dans un village, quel intérêt a-t-il pour prendre un jour, quitter son campement à pied, parce qu'il n'y a même pas de voiture, pour venir à la capitale ou alors dans le village central pour voter? Quel intérêt? Par cette image-là, nous voulons montrer que si la démocratie ne va pas si vite en Afrique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la volonté, mais c'est parce que les conditions dans lesquelles nous vivons, parfois, plombent la démocratie. La pauvreté est un élément essentiel. C'est pour cela que ceux qui ont l'argent, ils achètent les voix. Parce qu'il va mettre un véhicule à votre disposition pour aller vous ramasser dans votre village. Il va venir vous donner ce que vous devez manger parce que vous allez lui donner votre voix. Et puis il va vous payer le transport au retour. Donc à la vérité, en Afrique, on ne vote même pas parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'il a un bon programme, mais par affinité, par achat de conscience, par achat des votes, malheureusement. Vous voyez, cette deuxième image, par contre, elle me plaît parce que c'est tellement vrai et tellement beau de voir que tous sont alignés en train de regarder une femme voter. Ça veut dire quand même qu'on vient de loin, on est en train d'avancer, comme une femme vote. Quand on imagine l'époque où la femme n'était même pas au même niveau, même quand la démocratie naissait à Athènes, la femme n'avait pas le droit de vote. Je rappelle qu'en France, c'est en 1944 que la femme a eu le droit de vote, alors que
les hommes votaient depuis 1848. 1848, les hommes votaient. Les femmes ont attendu 100 ans avant qu'on ne leur donne le droit de vote. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec le vote, c'est sacré. Merci. Ensuite, d'autres images. Quand on a voté dans ces conditions-là, où on est au soleil, parce que bon, le monsieur nous a donné peut-être sardines, je ne sais pas moi quoi, ou du pain. Merci. Quand on a fini avec ça, voici les résultats en Afrique. Et chaque fois que je vois ces images-là, Madame la ministre qui a un pied en France, un peu, qui est quand même française, une bonne ivoirienne, mais française un peu, je suis toujours fasciné lorsque le jour du scrutin présidentiel en France, les Français se mobilisent pour aller voter, et puis à 18 h de chez nous, 20 h de chez eux, la photo du président de la République apparaît à la télévision. Et puis tout le monde est silencieux. Chez nous, voici, hein, on est en train de décompter les votes. Urnes cassées. Les bulletins sont à terre. Voilà l'Afrique. Et cette image-là, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Récemment encore, on l'a vu au Nigeria. Un peu partout. C'est comme ça l'Afrique. Mais quand on a fini de voir le vote dans ces conditions-là, quel est le résultat? Voici le résultat. Nous sommes dans les rues. On met le feu. On est face aux forces de l'ordre. Bras de fer, voilà. Les gourdins. Mon candidat doit l'emporter. C'est lui qui a gagné. Tu n'as même pas la certitude. Mais tu confirmes que c'est lui qui a gagné. Si ce n'est pas lui, on brûle tout. On casse tout. Mesdames et messieurs, on veut 0 mort à cette élection. C'est le slogan de M. Charles Blé Goudé. Je pense que bientôt, il aura une campagne nationale. Lui-même va en parler certainement. 0 mort. Mais pour avoir 0 mort à une élection, c'est un ami, Michel Émile Mankessé, qui nous interroge comment organiser des élections libres et transparentes en Afrique. Voilà la question à laquelle il nous faut répondre. Maintenant, je vais démontrer un peu, quand nous disons que voter ou candidater est un droit de l'homme, je suis bien obligé d'abord de dire un mot sur ce que c'est que les droits de l'homme, deuxièmement, ce que c'est que le vote, toujours dans la première partie. Alors, je vais, pour définir les droits de l'homme, je vais utiliser le livre que nous avons, en tout cas en matière des droits de l'homme, qui fait notre référence, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948, on était à Paris. Le texte dit: les droits de l'homme sont des droits inhérents à tous les membres de la famille humaine. Ce sont des droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Or, il y a des choses qui sont soulignées, inhérents. Ça veut dire que les droits de l'homme, là, il n'y a pas de critères pour les avoir, pour en jouir. Tout être humain, quelle que soit sa race, son ethnie, son origine, jouit des droits de l'homme. Sa couleur de peau, on s'en fout de sa religion, de son statut social. On s'en fout même de son sexe, homme-femme. On a les mêmes droits de l'homme. C'est très important. Ensuite, ce sont des droits inaliénables qui constituent le fondement de la liberté. C'est-à-dire que le monde entier a admis que pour qu'il y ait la liberté, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que l'on respecte les droits de l'homme. Une autre définition vient encore plus pour clarifier. Pour clarifier, toujours dans la Déclaration universelle, regardez l'article 1er de la Déclaration universelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je préfère m'arrêter sur cette première phrase de l'article 1er. Mon vote équivaut au vote du président de la République en matière de démocratie, puisque nous sommes égaux en dignité et en droit. Depuis 1948, il n'y a plus de privilégiés en matière de démocratie. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de caste, même l'esclave. Autrefois, il est libre, sa voix compte, de même que celle de son patron. Nous sommes égaux en dignité et en droit. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme dit: ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. J'ai aimé cette fin de l'article 1er. En fait, dans l'esprit du monde et des droits de l'homme, c'est que nous sommes tous de la même race.
On est de la race humaine. Donc, à la vérité, si on respectait ces principes-là, il ne devait même pas y avoir d'animosité. Un homme ne peut pas aimer son frère et puis prendre une machette contre lui. Comment les gens font pour regarder leur frère humain et puis lui trancher la tête? Comment ils font? Une autre définition des droits de l'homme, et ça c'est la définition qui me plaît le plus, les droits de l'homme sont des droits divins. Avant que je ne rentre dedans, c'est ce que je pensais. Parce que c'est par la foi que je suis entré. Mais je me suis rendu compte que dans la déclaration d'indépendance américaine, on est en 1776, 200 ans avant notre ère aujourd'hui. Les Américains étaient colonisés par les Anglais. Pour prendre leur liberté, leur indépendance, ils ont écrit un texte qui est considéré aujourd'hui comme à l'origine même du concept des droits de l'homme. Ce sont eux qui ont dit « Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Donc ma liberté là, ce n'est pas le président qui me la donne. Ma vie, je ne la dois pas à un policier qui se permet de tirer sur moi. En fait, quand vous regardez les droits de l'homme, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un, parce qu'il est bien placé, se permette de banaliser son confrère. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'admettre. Et moi, j'aime beaucoup ce texte parce que, comme je suis croyant, ce texte me satisfait. Parce que souvent, dans le monde intellectuel, on a honte de parler divin, de parler Dieu. Mais les Américains le disent. Moi-même, je suis épaté qu'aux États-Unis, le président de la République prête serment sur la Bible. Et c'est pour ça que c'est la plus grande nation du monde. Les gens ont honte parce qu'ils atteignent un certain niveau, comme les Européens et les Français nous ont colonisés le XVIIIe siècle. Il y a eu les philosophes athées. Donc on a séparé Dieu de la République. Je suis d'accord. Mais n'ayons pas honte d'affirmer notre foi. Et je dis, oh oui, merci d'être d'accord avec ça. Maintenant, quand j'ai fini avec les Américains, regardez les Français. Là aussi, ils ont dit quelque chose de très fort dans leur déclaration. Là, on est en 1789, la Révolution française, c'est qu'on a étudié au CP2, là, nous tous là. Voilà. Dans la Révolution française, ils disent quelque chose de très fort. Regardez le préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Vraiment, c'est tellement fort. Donc, les Français nous disent, au moment où ils ont tué leur roi, là, en 1789, Louis XVI, ils disent que sur le monde, là, il y a la violence, il y a tout ce qu'on voit là. C'est parce que les gens ne respectent pas les droits de l'homme. Moi, ça me conforte. Quand je parle au président Ouattara, ça me conforte. Parce que si vous respectez les droits de l'homme, je vous assure que ce pays va rouler. Les élections que vous allez organiser là, si vous voulez les organiser en toute honnêteté, en toute crédibilité, mais la liste électorale va être propre. Le découpage électoral va être propre. Et puis celui qui a gagné va gagner. Mais il y a toujours une arrière-idée de tricher, d'avoir plus. Vous pipez le jeu. Vous pipez le jeu. Et les autres vous voient. Il y en a qu'on enlève sur les listes électorales. Vous pipez le jeu. Bon, j'ai rien dit. Donc, oui. Merci. Merci. Donc, alors, mais je vais lire quand même jusqu'à la fin parce que c'est très important ce qu'ils ont dit. Ils disent que, donc, considérant que c'est l'ignorance des droits de l'homme qui constitue la cause de tous les malheurs publics et de la corruption des gouvernements, le peuple français, les élus, les représentants du peuple français ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Donc, ça veut dire que en France, les droits de l'homme sont sacrés, mais ce n'est pas seulement en France, dans le monde. Le texte que vous voyez là, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais aujourd'hui, ils ont introduit ce texte-là dans la Constitution française d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce texte-là, il est appliqué, il s'impose dans la France d'aujourd'hui. Donc dans leur conception, c'est pour ça qu'on dit que la France c'est le pays des droits de l'homme. Parce qu'ils ont intégré cela dans leur Constitution. Merci beaucoup. On va passer à la diapo suivante. Prenons maintenant la Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai parlé des États-Unis, on dit « Oh, mais ça c'est loin, il est en train de rêver là. » Quand j'ai parlé « Oh, ça c'est la France, c'est trop loin. » Venons en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers journalistes, la Côte d'Ivoire, mon pays, il s'est engagé à respecter les droits de l'homme. Si moi je parle et que je critique les dirigeants, c'est parce que mon pays a adhéré au texte des droits de l'homme.
À partir du moment où mon pays a adhéré, mais je suis obligé de demander des comptes à mon président. La Côte d'Ivoire a signé la Charte des Nations Unies de 1945. On est devenu indépendant le 7 août. Eux, on a ratifié ce texte-là le 20 septembre 1961. La Déclaration universelle, mon pays a reconnu ça. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour ça que j'ai dit aux députés de Koumassi, vous ne pouvez pas avoir ratifié un texte comme ça et puis vouloir encore la polygamie. Parce que ce n'est pas moi qui ai ratifié le texte. À moins que vous changiez la constitution avant de venir me parler de polygamie. Bon, soit dit en passant. Et puis la Convention internationale relative aux droits des enfants. Mon pays a ratifié cela. Ensuite, au niveau africain, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mon pays a adhéré à ce texte-là en 1992. L'acte constitutif de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mon pays l'a ratifié, même si aujourd'hui, tenez-vous bien, M. Ouattara n'a pas dit que la Côte d'Ivoire se retire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Non, c'est seulement le droit qui est donné aux ONG et aux citoyens de saisir la Cour. C'est ce droit-là que la Côte d'Ivoire recuse, principalement. Mais plus loin, c'est là maintenant que le problème va se poser. Merci beaucoup. C'est là, ici, vous voyez, normalement, nous, les gens de la société civile défendant les droits de l'homme, c'est ici, là, que nous prenons le pays, le pouvoir à défaut. Nous, on était en exil. M. Ouattara a instauré une nouvelle constitution. Elle a été adoptée le 8 novembre 2016. Mais il n'a pas changé grand-chose dans le préambule par rapport à l'ancienne constitution de 2000. Regardez ce qui est écrit dans le préambule de notre constitution. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, je me rappelle, c'est mon frère Kwao qui avait rappelé ça lors de notre émission sur NCI dernièrement. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous réaffirmons notre détermination à bâtir un état de droit dans lequel les droits de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance, telles que définies dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que tous les textes dont je vous ai parlé, que la Côte d'Ivoire a signé là, mon pays dit, il est prêt à respecter l'état de droit, il est prêt à respecter les droits de l'homme tels que c'est écrit dans tous ces textes-là. Et puis, il ne s'est pas arrêté là, il va citer notamment la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ah non, mais c'est fini. On s'est mis la corde au cou. Parce que, écoutez, mon pays aurait pu aller signer, ratifier le texte, et puis s'arrêter là. S'il n'a pas respecté, on peut prendre des sanctions contre mon pays. Mais mon pays est venu, il a pris le texte et puis il a mis ça dans la Constitution. Donc la Déclaration universelle, elle est rentrée dans la Constitution de mon pays. La Charte africaine se trouve dans la Constitution de mon pays. Donc mon pays est cloué. Il ne peut plus se définer parce qu'il a constitutionnalisé les droits de l'homme. Donc moi je suis à l'aise pour lui dire non, je suis désolé. Ce n'est pas une affaire d'aller ratifier un texte. Tu as mis ça dans la Constitution, donc tu es cloué. Mon pays est cloué. Donc le chef de l'État est obligé de répondre aux droits de l'homme chaque fois qu'ils seront violés. Parce que ça se trouve dans la Constitution. Je tenais à vous faire ce rappel-là. Parce que souvent, vous ne comprenez pas très bien. On nous prend pour des opposants. On dit non, moi, les policiers peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un chef de l'État. Le chef de l'État, ça veut dire que c'est le chef de l'administration. Nous tous, en tant que fonctionnaires, notre patron là, c'est lui. Quand un policier dégaine sur un étudiant, moi je ne m'en prends pas au policier. Je m'en prends au ministre, donc au gouvernement, je m'en prends au chef de l'État. Surtout lorsque le policier n'est pas sanctionné, parce qu'il va invoquer la légitime défense. Dieu merci, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur aux côtés d'un ministre. Il faut sanctionner les forces de l'ordre qui abusent de leurs armes contre les pauvres citoyens. Parce que l'arme qu'ils portent, la tenue qu'ils portent, c'est avec notre argent qu'on le paie pour nous protéger. Et non pour s'en prendre à nous. Revenons à la question du vote. Merci. Sur le vote, alors la déclaration des droits de l'homme, la déclaration américaine dit sans le vote, un élu n'est rien. Je vais parler comme ça terre à terre pour que ceux qui ne comprennent pas bien la technicité des choses comprennent. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir les droits de l'homme. Et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.
Ça a été dit depuis 1776. Les Américains l'ont dit dans leur déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un élu, tu es mal élu, tu n'as pas été voté, tu as tripatouillé, tu as triché, tu es un usurpateur. Ton pouvoir n'est pas légitime. C'est le vote des citoyens qui fait de toi ce que tu es. C'est pour cela, et ça je l'apprécie beaucoup en Europe parce que c'est vraiment évolué. Les gens, même le président de la République, avec tout le respect qu'on lui doit, le président de la République respecte les citoyens individuellement. Vous voyez souvent quand le président Macron descend, il va y répondre. Il y a des gens qui l'interpellent, il s'arrête, il leur explique. Les gens pensent qu'il perd son temps. En Afrique, on ne verra jamais cela. Le président, pas toi qui parle. Oh Non mais franchement... Non mais merci de reconnaître que ce que je dis est vrai. Le président là, ce sont nos votes là qu'on a additionnés, ça lui donne de la cote. Donc sans nous il n'est rien. Parce qu'en démocratie c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui le donnons aux élus. Mais quand ils sont élus, ils pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Moi je ne comprends pas. Il faut qu'en Afrique, regardez même aux États-Unis, Joe Biden, regardez comment les présidents, même en parlant au peuple, ils font attention. Parce qu'ils savent que c'est le peuple là qui détient le pouvoir. En Afrique, on leur prête notre pouvoir pour un temps, et puis les gens, ils se considèrent comme Dieu sur nous. Mais je ne comprends pas. Nous, on t'a prêté, parce que c'est nous qui sommes le peuple. On a le pouvoir, on te dit, bon, pendant 5 ans, il faut gérer notre pays un peu. Prends l'argent du pays là pour construire des hôpitaux, faire des routes. Mais quand il fait les routes là, je suis le champion, mais c'est notre argent, Joe. Doucement. C'est notre argent. Tu ne fais que le gérer un peu. Bon, maintenant, parfois, ça peut être compliqué si ton budget de souveraineté est à plus de 300 milliards. Parce que là, on ne peut plus contrôler. On ne peut pas contrôler le budget. Le vote. Et l'article 3. L'article 3 de la Déclaration universelle vient encore renforcer pour dire la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La volonté du peuple. Un maire qui fait tout pour tricher, il est contre la volonté du peuple. C'est un usurpateur. Merci. Alors, article alinéa 1er, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement en étant candidat, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Ça c'est important. Vous voyez, toute la démonstration que j'ai faite de la généralité des droits de l'homme à la particularité du droit de vote. Je vous explique maintenant que le fait de voter ou bien d'être candidat là, c'est un droit de l'homme. C'est écrit noir sur blanc à l'article 21, alinéa 1er de la Déclaration universelle. Là-dedans, on dit que tous citoyens, nous tous, on a le droit de vouloir diriger aussi notre pays, soit directement en étant candidat, ou bien en choisissant des représentants, mais de façon libre. C'est pour voir que l'adverbe librement est là, librement choisi. Si on nous oblige à choisir quelqu'un qui n'est pas de notre volonté, ce n'est plus de la démocratie, ce ne sont plus les droits de l'homme. Maintenant, que dit le code électoral de Côte d'Ivoire? Il est bon quand même que, quand j'ai fini de dire tout cela, alors, tout à l'heure je vais y revenir, mais le code électoral dit aussi sur la question du droit de vote, c'est l'ordonnance 2020, on a essayé de chercher, hein, et je crois que c'est le tout dernier texte, la toute dernière révision, l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Article 3, alinéa 1er. Sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation ou par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. C'est-à-dire que, pourquoi je cite le code électoral? On peut dire que les droits de l'homme, c'est un idéal. C'est une vision. C'est d'un point de vue moral. D'ailleurs, même, il y a eu un débat juridique. Les juristes considéraient que ce n'est qu'une déclaration. C'est pour ça qu'on a fait, après, on a fait les pactes. Le pacte international, les deux pactes de 1966. Bref,
quand on a fini d'évoquer les principes généraux à l'ONU, chaque pays a le devoir de prendre maintenant des lois concrètes pour que de la théorie, de l'idéal, de la vision générale, là, on passe à la pratique. Donc en Côte d'Ivoire, c'est le code électoral qui définit, qui dit que tous ceux qui sont ivoiriens, qui n'ont pas été condamnés et tout ça, je crois que c'est l'article 4 qui donne tous ces détails-là, ils ont le droit d'être électeurs. Et puis l'article 17 dit, tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le président code électoral sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d'elles. Chers frères, chers amis, chers invités, le premier point, c'était de vous dire que voter ou être candidat, c'est un droit de l'homme. C'est un droit que personne ne peut m'enlever. Un président ne peut pas dire, vous ne votez pas. C'est pour ça que si les bureaux de vote ne vont pas jusqu'au fin fond de notre pays, c'est comme si on aura privé certains citoyens de leurs droits. Or, ils ont le droit de choisir le maire, de choisir le conseiller régional, de choisir le député, de choisir aussi le président de la République. En deuxième point, on s'en va finir parce que ça va aller plus vite. Le début, c'était beaucoup plus théorique et tout. Maintenant, on s'en va dans le deuxième point, le défi. Quel est le défi de la Côte d'Ivoire? De la maîtrise du code électoral. Mesdames et messieurs, si on fait un sondage aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'ils sont candidats à l'élection municipale qui arrive là, combien sont-ils qui connaissent le code électoral? Combien sont-ils qui ont lu le code électoral? Vous allez à une compétition, vous ne connaissez même pas les règles du jeu. Nous tous qui avons le permis dans cette salle-là, avant d'avoir le permis, on fait le code de la route. Vous voulez aller à une élection, vous ne connaissez même pas les clauses qui sont inscrites dans le code électoral. Et vous voulez aller à quelle élection? Vous ne connaissez pas les étapes. Vous ne connaissez tout ce que vous demandez. Qu'est-ce qu'il faut même pour déposer la candidature? Donnez-moi les informations. C'est tout ce que vous cherchez. Mais vous ne voulez pas voir le mécanisme. Oh, c'est pas compliqué. On n'est pas tous des juristes. Mais vous employez quelqu'un. Vous avez des jeunes juristes qui sont là, vous les employez. Ils viennent, ils prennent le texte, ils le décortiquent pour vous, pour que vous soyez à l'aise avant de compétir. C'est extrêmement important, chers amis. Parce que c'est la naïveté qui crée les conflits. C'est la naïveté qui crée les conflits. Article 1er. La présente ordonnance détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et au Conseil municipal. Donc ça veut dire que ce document-là, c'est lui qui organise les élections. Ce n'est même pas la CEI. C'est ce document-là qui prévoit les élections. Si tu ne connais pas le texte de base, tu vas à quelle élection? Tu vas à quelle élection? Donc pour éviter les conflits, commençons par le commencement. Achète-toi un code électoral, appelle un jeune juriste, et puis il n'a qu'à t'expliquer les différentes étapes. Quelles sont les étapes? Si ici tu as été grugé, comment tu réagis? Tout ça, petit à petit, pour que tu sois bien formé avant d'aller faire tes palabres. Vous voyez, moi, pour pouvoir défendre les droits de l'homme, en 30 ans, j'ai dû me former, puisque je ne suis pas juriste à la base en plus. Donc j'ai dû me cultiver pour que je puisse parler d'égal à égal avec mes confrères à travers le monde des droits de l'homme. Vous voulez compétir, vous voulez devenir maire, mais ce n'est pas au champ, il y a des textes. Que disent les textes? Au passage, j'encourage tous ceux qui sont candidats dans cette salle-là à être élus. La question du découpage électoral, qui doit être juste. Mais, mesdames et messieurs, à la vérité, ce point-là, je ne devais pas le mettre dans mon exposé même. Je parle de vote. Mais les gens, ils sont vicieux. Les gens sont vicieux. Parce que, vous savez que sans même que le vote n'ait lieu, il y en a qui sont assis, avec le découpage électoral, ils ont déjà gagné le vote. Mais oui. L'élection n'a pas encore eu lieu, mais il y en a qui sont assis, ils ont déjà gagné le vote. Parce que si tu fais un découpage électoral qui t'arrange, je ne veux pas donner des... Mais vous êtes dans le pays, vous savez très bien. Voilà. Entre la partie nord et la partie sud, on sait qu'il y a une population dense, on réduit les nombres. Voilà. Moi, je pense qu'on tient compte de deux choses pour fixer le nombre de députés ou d'élus. Si on part sur la base de la population, on se dit,
s'il y a 500 personnes dans un endroit, on leur donne un maire ou on leur donne un député. C'est-à-dire, on fait les règles sur toute l'étendue du territoire sans discrimination aucune, sans favoritisme. Parce que c'est le favoritisme là déjà qui fait que les problèmes sont créés. Je tenais vraiment à le noter, et pour les élus, pour les autorités, les personnels, les leaders politiques qui sont là, c'est des choses. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons aujourd'hui là, on est encore à l'ère du balbutiement, mais viendra le moment, en tout cas Charles, mon cher, je pense viendra le moment où, je n'ai pas envie de le dire, mais avec nos aînés c'est compliqué. Mais quand nos aînés ne seront plus là, il y a une génération qui doit s'asseoir 4 tables. Si tu gagnes, tu gagnes. On ne triche pas sur papier. On ne triche pas sur papier. Parce que la question du code électoral, c'est de la tricherie sur papier. La question de la fiabilité de la liste électorale. Bon, moi, ça me fait toujours sourire, cette question de la liste électorale. Parce que ce que je constate dans notre Afrique, dans les meetings des leaders politiques, mais imaginez la foule. Mais tous ceux qui sont dans la foule, là, ils ne sont même pas sur les listes électorales. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Et après, on est surpris du résultat. Parce que si vous n'êtes pas sur les listes électorales, votre champion, il va perdre. Et puis après, vous allez venir casser tout. Parce que vous trompez le peuple. C'est vous qui trompez le peuple. Avant de crier dans le meeting, au stade, va d'abord sur la liste. Il faut que ton nom existe sur la liste. L'ordonnance, le code électoral dit que la liste électorale, mais c'est l'alinéa dernier, l'alinéa 3 qui m'intéresse. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ça aussi, c'est un combat que nous devons mener. Cela veut dire quoi? Quand vous avez une commission électorale indépendante, chaque année, elle doit faire la révision de la liste électorale. Dans mon pays, on ne fait jamais de révision électorale chaque année. On attend toujours à la veille d'une élection, venez en faire par là. Toujours c'est comme ça. Alors qu'en Europe, c'est de l'administration. C'est comme ton permis est périmé, tu t'en vas le renouveler. C'est naturel. Chaque année, mais moi je ne sais pas pourquoi on donne tant de milliards à la commission électorale indépendante. Et puis elle n'est pas capable de faire la révision de la liste électorale chaque année. Et puis on attend toujours la veille des élections pour maintenant commencer à nous battre. Quand je parle aujourd'hui, c'est pour les élections à venir, mais je parle pour l'avenir de mon pays. Hier, c'était les ministères de l'Intérieur qui organisaient l'élection. La génération des opposants africains de la trempe de Laurent Gbagbo ont estimé qu'on n'a pas confiance à l'État, on n'a pas confiance au parti unique. On ne veut pas que ce soit les ministères de l'Intérieur qui organisent. Sinon aujourd'hui en France, là, qui organise? C'est le ministère de l'Intérieur. Parce que là-bas, les gens ont réussi à séparer les militantismes politiques de l'administration. En Afrique, c'est ce drame-là, c'est ce problème-là qu'on a. Tout est politisé. Tout est politisé sur le continent. Tu peux même pas